Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode du podcast L'État financier. Donc encore une fois aujourd'hui en compagnie de mon collègue Gabriel. Salut tout le monde, salut JP. Et pour ce nouvel épisode, le 111e d'ailleurs, si comme on dit, on ne les compte plus depuis le 100e, depuis qu'on est passé l'anniversaire du 2 ans et le milestone du 100 épisodes, mais je crois le 111e présentement. Encore une fois, je ne le rementionnerai pas pour un autre 2-3 mois avant de redire le chiffre. Je l'oublie à chaque fois, il faut que je retrouve une place où Je pense on que peut voir le total. le prochain tu vas nous parler, ce sera le 123e peut-être. Ben c'est honnêtement j'en perds le fil parce que littéralement à chaque fois il faut que je retrouve une plateforme qui met le chiffre total parce on est toujours constant, je pense que c'est la belle chose. Donc un nouvel épisode aujourd'hui, place au débat et on conclut en deuxième partie avec un au son de la cloche. Le place au débat d'ailleurs assez intéressant, là. On risque de passer une bonne partie de l'épisode là-dessus. C'est aussi le sujet d'actualité par excellence présentement. Là, au son de la cloche, vous allez voir, là, on remarque quand même qu'il y a un intérêt pour le volet un petit peu plus vulgarisation financière. Là. Donc, on va faire aussi un petit concept de vulgarisation au niveau du haut son de la cloche. On le répète beaucoup à chaque semaine, là, mais on ne veut pas non plus vous revenir constamment sur ce qui se passe au niveau des marchés. Plusieurs bons épisodes ont été faits d'ailleurs sur notre vision ou la perspective ou nos discussions sur les marchés et sur l'inflation et les différents facteurs qui les affectent. Donc allez les écouter si ça vous intéresse, mais on ne veut pas non plus là, reparler d'inflation à chaque épisode. Donc on essaie de diversifier, mais avant toute chose, et comme à l'habitude, Gab, je te laisse faire le petit disclaimer de début d'épisode. Ouais, oubliez pas évidemment que tout ce qu'on va parler, surtout dans la partie place au débat, et même parce que là pour le coup, dans la partie au son de la cloche aujourd'hui, on parlera un peu moins de titres en particulier, mais tout ce qu'on parle de manière générale dans le podcast s'agit que de notre opinion personnelle. Je ne suis pas d'une recommandation officielle de placement ou d'agir dans faire telle ou telle action. On vous invite toujours à prendre contact avec un expert. Quiconque est autorisé à vous émettre les dites recommandations, lui seul ou elle seule sera en mesure de déterminer avec vous les meilleures options disponibles à votre portefeuille de placement et à votre profil d'investisseur. Euh, on vous remercie en tout cas pour les écoutes. On voit qu'il y a en tout cas une petite remontée là depuis quelques temps, en tout cas dans plus des rattrapages d'épisodes. Si tel est le cas, bah écoutez, restez en ligne et continuez à nous écouter, ça nous fera plaisir. En tout cas, ouais, ça promet d'être un épisode intéressant. D'ailleurs, c'était moi qui étais à l'origine des deux Mhm. sujets là, mais je trouve que ça donne des portes de réflexion qui risquent d'être intéressants. Pour le coup, n'hésitez pas à nous mettre votre avis en commentaire, on veut l'écouter parce que c'est vrai que pour le coup, c'est très personnel là, ou très subjectif là. Ben exactement. Mais les places au débat, encore une fois, on a différents degrés là, de subjectivité et d'opinion. Là. Je pense que cela est assez polarisant, vous allez voir. Là, on fait un petit peu un spoiler avant de lancer le jingle. Là. Mais effectivement, là, allez mettre vos commentaires. Là, rappelez-vous, là, je pense que c'est un des points. L'aspect, on le mentionne souvent, là, on peut parler des communautés sur d'autres types de contenus, là, comme Twitch par exemple. On a vraiment un aspect de communauté qui est facile de le percevoir, mais sachez, chers auditeurs, que vous êtes plusieurs centaines, là, donc n'hésitez pas à aller commenter pour justement recevoir des réponses à la fois de nous. On aime beaucoup vous lire et vous répondre, mais également là, de d'autres personnes, encore une fois, là, des deux côtés de l'Atlantique qu'on remarque à chaque semaine qui nous écoutent. Donc, aux plusieurs centaines que vous êtes là, encore une fois, n'hésitez pas à participer. Mais d'ici là, commençons ça en force pour l'épisode avec le premier segment, place au débat. Parfait. Donc, c'est une question, encore une fois, pour le place au débat, mais c'est extrêmement teinté d'un événement qui s'est produit lundi passé. La question est, est-ce que Donald Trump peut revenir? Là? Donc, on parle bien évidemment de la présidentielle de 2024, mais on veut aussi mettre énormément d'emphase sur ce qui s'est passé le lundi dernier, le fameux mandat. Certains vont dire un raid, certains vont dire que c'était une perquisition, donc dépendamment de la position, encore une fois, on va essayer de se positionner des deux côtés de l'échiquier. Là. Mais le FBI, le lundi dernier, s'est présenté à Mar-a-Lago, donc la fameuse résidence de Donald Trump en Floride, pour une perquisition là, de documents confidentiels. Plus spécifiquement, c'est des documents liés, encore une fois, à la période présidentielle ou au gouvernement américain, qui faisait, encore une fois, là, suite à une enquête, si je ne me trompe pas, là, sur la loi, sur une possible violation pardon, de la loi américaine sur l'espionnage, ou en fait, plus la loi américaine qui protège justement tout document de différents niveaux de confidentialité. Trump, je pense, c'était connu de mémoire. Je ne sais pas pourquoi je me souvenais de ça, là, mais qu'il y avait certains documents, bien évidemment, qui étaient à sa résidence personnelle en Floride. Par contre, il semblait que c'était quelque chose qui était en discussion depuis quelque temps déjà avec les autorités américaines sur le fait que Trump devait remettre certains documents
aux archives nationales justement américaines et que ce n'était pas le cas. Et les actions du FBI auraient été justement pour... En fait, pourquoi est-ce qu'ils ont agi comme ça? Pourquoi est-ce qu'ils ont agi si rapidement et si soudainement? C'est qu'ils croyaient que Trump et son équipe n'allaient en fait jamais remettre ces documents-là ou les falsifier ou bien les utiliser à mauvais escient. Pour vous donner là, un petit peu plus d'intro, puis je te laisse, Gab, par la suite intervenir là, dans la liste des documents qui ont été récupérés. On parle d'une trentaine de boîtes de documents là, qui ont été récupérés justement durant la perquisition. Certains qui étaient au plus haut niveau là, de classification, les documents confidentiels américains, là, qui étaient top secrets, certains documents secrets, certains documents confidentiels, et un document sur le cher président Emmanuel Macron. On ne sait pas quel était le contenu, on ne sait pas quelle était l'utilité, on se doute, connaissant encore une fois, et ça c'est très subjectif, mais connaissant Trump, que ce n'était pas nécessairement un fait d'armes positif sur Macron qu'il devait avoir dans un document à Mar-a-Lago, à mon avis. Mais encore une fois, il y avait beaucoup de documents qui ont été saisis, et c'est ce que ça a lancé depuis mercredi, là, un petit peu tout ce débat-là, parce que comme Trump, puis chez Gab, on s'en était parlé en off, là, mais Trump a une manière d'avoir énormément de causes en justice contre lui, mais de toujours une manière de retourner ça en sa faveur. Et s'il y a bien quelque chose qui se produit depuis mercredi, je crois que c'était là où ils ont rendu public ce qui a été récupéré et également le mandat de perquisition, ce qui est une rareté d'ailleurs. Mais ça a été rendu public et c'est là où les débats ont commencé. C'est là où vraiment la base républicaine et Trump a essayé vraiment de retourner ça en sa faveur, de retourner ça en faveur de son électorat et de sa tentative là, justement d'être le candidat républicain en 2024. De l'autre côté, les démocrates également, là, avec le mi-mandat qui s'en vient, qui voulaient aussi utiliser ça de leur côté. Donc, c'est tombé directement dans l'arène politique américaine qui était déjà remplie de sujets polarisants, mais celui-là l'est particulièrement. Ça ramène Trump sur les manchettes partout, ce qui est, à mon avis, l'endroit qu'il préfère. Et, notez, dernier point avant que je te passe la parole, Gab, c'est d'ailleurs la première fois qu'un ancien président ou américain se retrouve avec un mandat de perquisition du FBI après son mandat. Donc, c'est une première. On savait les fameux cas des emails de Clinton avant qu'elle soit candidate présidentielle démocrate, mais c'est la première fois qu'un président sortant se fait raider, encore une fois, terme avec des astérix, par le FBI. Là. Ouais, après, c'est vrai que ça, c'est toute la subtilité, en fait, du système politique américain, hein, parce que, bon, tu redeviens une personne lambda, en fait, du jour au lendemain, alors que t'as eu le mandat peut-être le plus important au monde, en fait, pendant 4 ans. Alors, c'est vrai que c'est assez intéressant, en fait, les derniers événements, parce que ça nous a permis, en fait, tout simplement, en fait, de faire un peu un petit flashback, en fait, moi, personnellement, en fait, sur... qu'est-ce que devient Donald Trump en fait? Parce que ça fait maintenant quasiment 1 an et demi qu'il a quitté la Maison Blanche, parce que c'était en février, si je me souviens bien, 2021 en fait, Mhm. puisque l'élection était en 2020, donc avec le 2-3 Oui, mois. la période de transition qui, on rappellera, n'a pas existé là, dans le contexte du passage de Trump à Biden, parce que Trump continuait à acclamer haut et fort le fait que l'élection avait été volée, là, mais bon. Ouais, donc d'ailleurs, ce que je trouve d'ailleurs assez ridicule, hein, au passant, parce que bon, à l'époque, c'était évidemment c'est une anecdote là, mais ce délai-là était en fait un délai de transport en fait pour que les grands électeurs puissent aller à déposer en fait leurs urnes en fait dans leur état respectif, puis que les papiers soient envoyés par diligence à l'époque. Donc évidemment, ça prenait du temps. Donc ce délai-là n'a plus vraiment d'intérêt, enfin à part que quand même, il y a une très grosse transition qui se fait en fait dans le système politique américain. Même par exemple, je sais pas, un directeur d'un département, je sais pas, par exemple au FBI, il peut être c'est un élu, donc ou soit il est basé sur un système partisan, donc il est des fois remplacé. Je m'évapore, mais euh, ces derniers événements, c'est ça m'a fait réfléchir exactement. C'est qu'est-ce qui se passe en ce moment dans la politique américaine. Est-ce que Donald Trump pourrait revenir au pouvoir? C'est peut-être la question centrale qu'on va essayer de répondre. Puis quelles sont les différentes affaires qui lui collent derrière le dos? Bon, alors les républicains diront que c'est une tentative, en fait, encore une fois, pour l'embêter, pour essayer qu'il ne se représente Ouais, jamais. mais le fameux la chasse aux sorcières en français, mais le Voilà, witch hunt que même lui clame très fréquemment d'ailleurs. exactement. Donc, pour lui, c'est un argument politique. Pour d'autres, il dirait que bah non, c'est juste un citoyen ordinaire, c'est juste qu'il fait pas ses affaires, etc. Et que il faut avouer qu'il a un éventail, on va dire, de poursuites judiciaires depuis les années 70, Donald Trump, qui est assez hallucinant. Là, on va pas revenir évidemment sur toutes les affaires parce que il y en aurait trop là, mais pour n'en nommer quelques-unes, bah il y a évidemment l'affaire des interférences russes, je pense, qui est la plus connue, même s'il a été officiellement arrêté en fait depuis que le FBI a arrêté en fait ses investigations sur ce côté-là. Euh,
Il y a évidemment l'affaire évidemment avec l'escort girl qui payait pendant des années. Ça encore une fois, on va parler sous le sujet d'ailleurs sous le chapeau de la présomption d'innocence. Hein, d'ailleurs au passant, hein, tant que t'es pas condamné pour quelque chose, t'es considéré comme innocent. T'es innocent jusqu'à preuve du contraire. En fait, c'est plus ça comme ça. Euh, il y a évidemment l'affaire, bah là maintenant la nouvelle perquisition. Donc ça c'est plus une histoire de secret défense en fait qui possède des documents en fait qui ne sont pas censés être évidemment dans sa résidence personnelle qui le saurait en fait. Puis là, je pense qu'il n'y a aucune façon de le nier parce qu'on les a retrouvés ces documents-là sur place. Donc il y aurait clairement un problème juridique, même si je pense que, on le sait, souvent les présidents sont assez impunis parce qu'ils bénéficient en fait, ils peuvent être graciés aussi très fréquemment. C'est arrivé par exemple avec Nixon quand il a démissionné, bah, il a été gracié par Lyndon Johnson, si je me souviens bien qu'il l'a suivi. Donc pour dire qu'en fait c'est un peu comme ça que ça fonctionne. Je suis pas sûr que ce soit Lyndon Johnson, donc s'il y a des experts de politique américaine qui sont parmi nous, corrigez-moi s'il vous plaît, mais ça, en l'occurrence c'est Nixon a été gracié après. Euh, mais voilà, pour toute chose étant égale par ailleurs, c'est clair que c'est un contexte en fait qui aujourd'hui pose des questions sur qu'est-ce qui va se passer côté républicain, est-ce qu'il va réellement revenir. Je pense que JP, t'as ton opinion, je pense que j'ai la mienne, puis je pense qu'on est prêt à en discuter du coup place au débat. Ben exact. Puis, tu sais, je pense pour ajouter le point également que tu mentionnais, là, ce qui est. Encore une fois, il y a un aspect, et il faut quand même le soulever. Là, le terme fascinant n'est pas utilisé dans son volet positif ni négatif, là, mais il y a un côté impressionnant à la capacité de Donald Trump de toujours, justement, valser un petit peu avec les oppositions légales. Toujours avoir des. Moi, encore une fois, c'est positif et négatif, là, mais les zones grises continues qu'il y a au niveau de Donald Trump sur chacune des choses qu'il fait. Avec le fait également d'avoir un peu des faire-part ou des personnes qui sont autour de lui qui vont au final bite the dust ou prendre la balle, entre guillemets. Pour lui, on l'a vu avec plusieurs des personnes qui étaient soit ses associés, même ses avocats qui sont retrouvés en prison pour des mandats, pour des périodes X, Y, Z, justement à sa place. On rappellera le cas de Stormy Daniels où c'est finalement l'avocat qui a fait de la prison, M. Cohen, si je me trompe pas, pour avoir versé l'argent, alors qu'au final, à part avoir versé l'argent, c'est à peu près tout ce qu'il a fait. Là. Donc encore une fois, c'est un peu ce côté-là qui rend Donald Trump polarisant. On l'a déjà mentionné, les États-Unis sont un petit peu brisés sous la scission assez drastique de leur électorat qui a un bassin grandissant d'extrême, à la fois à la droite et à la gauche, encore une fois. Qui rend justement là, les débats de société assez imposants et assez problématiques, d'où le fait que tout ce qui se passe avec Donald Trump va toujours entraîner énormément de médiatisation et énormément de problèmes. On en a parlé, la perquisition a entraîné, si je ne me trompe pas, dans les bureaux du FBI en Ohio, il y a un homme qui s'est présenté durant la nuit armé et il a dû être descendu par la police justement. Les personnes ont vraiment un aspect de fervent envers les politiciens qui est un petit peu troublant à mon avis aux États-Unis. Euh, et c'est là où le débat, à savoir qu'est-ce qui se passe avec le fameux RNC, les républicains, pour les prochaines élections en 2024, je pense que c'est un débat qui n'a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Parce que c'est certain que, tu sais, on le lisait justement en off, puis Cap, tu l'as peut-être encore de côté, là, mais la liste des candidats potentiels, qui ne sont bien évidemment, on est à 2 ans, là, ça n'a pas été annoncé, elle est longue, mais on se retrouve toujours avec la même chose. Les candidats vont être, il va en avoir une quinzaine, une vingtaine, puis au final, ça va toujours se jouer entre les deux, trois mêmes, malgré le fait qu'il y a des noms qui sont extrêmement médiatisés. Donc, à mon avis, et encore une fois, sans donner mon opinion politique ou ma vision politique ou ma position globale sur l'échelle gauche-droite, là, je pense quand même que, espérons-le, on ne va pas se retrouver en tant que voisin du Nord au Canada avec Trump pour un mandat s'il, encore une fois, est nommé candidat républicain et s'il trouve le moyen de passer président à nouveau malgré une pause de 4 ans. Là. Ça serait quand même plutôt négatif parce que l'aspect polarisant, moi je l'ai toujours dit, là, en tant que Canadien, certains vont dire qu'on n'est pas très très politisé ou qu'on n'en parle pas beaucoup, mais je pense que pendant Trump, c'était la meilleure période pour prouver ça. S'il n'y avait pas une journée où on parlait pas de Trump, même au Québec, dans des médias francophones, c'était littéralement ça. Là. Donc je pense que pour notre santé mentale, on n'a pas vraiment besoin de Trump comme candidat. Par contre, c'est sûr que ça va venir mettre beaucoup, beaucoup, beaucoup d'eau chaude là, dans les débats et tout au niveau des républicains. J'ai hâte de voir encore une fois
les fondamentaux de la base républicaine américaine. J'ai hâte de voir s'ils vont retourner pour une deuxième fois, sachant quel a été le mandat présidentiel de Trump pendant 4 ans. Vont-ils retourner là ou vont-ils retourner vers des candidats qui sont plus axés sur la politique conventionnelle, qui est un petit peu justement le fameux point de mire de Trump à l'époque, qui était justement de ne pas être un politicien normal, ce qu'il a absolument été et ce qu'il est toujours. Mais est-ce que des personnes comme Ted Cruz, est-ce que des personnes comme Ron DeSantis, qui sont des politiciens de carrière, qui encore une fois font du bien et du pas bien dans leur politique, mais qui sont encore une fois un petit peu plus bornés ou délimités dans leurs actions, qu'il y a moins d'incertitude. Moi, c'est surtout ça qui m'inquiète pour le président, tu l'as dit, là, celui qui occupe la chaise la plus importante du free world, la chaise de président américain. J'aime mieux quelqu'un qui, oui, n'est peut-être pas dans ma vision politique, mais ne va pas être non plus polarisant au point de ne pas savoir qu'est-ce qui va se passer. Est-ce qu'il va indirectement presque entraîner un coup d'État au début janvier? Moi, j'aime mieux au début janvier me dire qu'est-ce que je peux faire pour rester en dedans alors qu'il fait moins 40 au Québec. J'aime mieux ça. Donc, à la limite, c'est ce qui m'inquiète de Trump et de sa représence. Si je réponds à la question est-ce que Trump peut revenir, je pense qu'est-ce qu'il peut être présent dans les débats, est-ce qu'il peut se rendre très loin par rapport à d'autres candidats républicains potentiels? Absolument. Est-ce que j'aimerais qu'il se retrouve sur le ticket républicain en 2024? Je le souhaite pas. Encore une fois, est-ce que j'aimerais quelqu'un d'autre? Je ne dirais pas vraiment oui, là, on s'entend, mais je pense qu'un politicien, n'importe qui est plus un politicien plus conventionnel, je pense que j'aimerais mieux ça sans rien enlever à Donald Trump, bien évidemment. Ouais, c'est quand même, on partage en tout cas pour cette conclusion-là peut-être le même constat. En fait, euh, peut-être pas sur l'opinion, parce que là, rendu là, déjà, ça, je joue pas dans cette cour-là. Je veux dire, ça, rendu là, c'est à l'opinion des électeurs américains de le déterminer, de faire ce qu'il y a de mieux pour leur pays hein, aussi. On a tendance aussi, malheureusement, aussi à regarder aussi, nous, les électeurs canadiens, là, parce que vous savez qu'on tourne depuis la province du Québec, comme notre accent, enfin, pour l'accent de JP, en tout cas pour moi, c'est plus léger, là, mais il vient du Québec, donc on a notre vue franco-québécois aussi, nos lunettes, notre vision de pensée comme ça. Donc c'est vrai que c'est assez compliqué de comprendre un peu le contexte américain quand on est évidemment évidemment chez nous là. Donc rendu là, ce sera la décision des Américains de voir comment ça se passe en 2022 déjà, parce qu'il y a les midterms, on sait que ça arrive très vite. On sent que évidemment les démocrates vont se manger évidemment une belle raclée. Là. Je pense que la plupart des sites, on va dire, de sondage, etc., puis les sites de odds qui permettent de déterminer à peu près c'est quoi les chances, les probabilités implicites là, de gain, on va dire, des républicains et des démocrates à la Chambre et pour le Sénat. Rappelez-vous aussi, il y a un tiers du Sénat qui est réélu aussi à tous les 2 ans aux États-Unis. Là. Donc, on sent que là, en tout cas, le Sénat devrait repasser, je pense, chez les républicains. La Chambre devrait repasser chez les républicains sans trop de difficultés. Au niveau, par contre, du Sénat, c'est encore un peu plus indécis parce qu'il n'y a que 100 sièges plus le vice-président qui sert en cas d'égalité, là, donc, puisqu'il est président du Sénat. Mais c'est vrai que c'est une situation politique, on va dire, qui est très favorable aux républicains, donc très favorable aussi à Trump. Après, il ne faut pas oublier quand même, et ça c'est là où peut-y revenir, moi personnellement je pense que ça va être très compliqué pour une raison simple, c'est qu'il a trop d'affaires. Trop c'est trop, tu vois. Je pense qu'il va être désavoué en fait, surtout avec l'histoire évidemment de la prise du Capitole, là, qui a été, je pense, un tournant, on va dire, au niveau de la politique américaine, hein, dans l'histoire de la politique américaine plus généralement. Puisque c'était la première fois qu'il y a une insurrection, on va dire, armée dans Washington. Je veux dire, il y avait des gens qui ont littéralement pris en otage, qui avaient même des armes et des objets dangereux, si tu veux, dans un lieu de la démocratie important. Donc, c'est vrai que à mon avis, ça lui a valu jouer évidemment très négativement. Il y a aussi toutes ces affaires avec ses réseaux sociaux, là, avec son fameux Truth qu'il a lancé, ces bannissements de Twitter qui va faire que ça va être très compliqué de pouvoir communiquer aussi en cas de campagne avec ses électeurs potentiels, même si on va dire, bon, les gens seront capables de s'ouvrir je sais pas, un Telegram à la place d'un Twitter. C'est pas pareil, tu vois. Ça va être très compliqué de pouvoir communiquer avec ses électeurs. Il y a aussi toutes ces histoires, on va dire, même depuis les années 70, ces problèmes financiers. On sait que c'est un habitué aussi des différents troubles avec ces histoires de casino à Atlantic City. Enfin, on pourra en faire des romans tellement il y en a eu. Et je pense que l'avenir, malheureusement, en tout cas
pour les pro-Trump, là, je veux dire, euh, l'avenir est, comment dire, à mon avis, à d'autres candidats chez les Républicains, puisque tu l'as bien mentionné, JP, mais il y en a malheureusement, encore une fois, tu vois, je, je, je joue, comment dire, contre mes opinions, tu vois, donc pardonnez-moi, là, mais il y a énormément de candidats, et d'ailleurs, ils sont très similaires à Trump, hein, puisque on en parlait justement off juste avant de commencer l'épisode, mais Ron DeSantis, faut pas penser que c'est quelqu'un qui est plus proche de Biden que Trump. Je veux dire, Ron DeSantis, c'est un type qui est quand même de droite très conservatrice, religieuse, Mhm. etc. Anti-avortement, évidemment, montré et démontré. Conservateur économique. Enfin, bref, on a un peu le panel. Ted Cruz, évidemment, bon, vous le connaissez, l'ancien. Enfin, il est toujours d'ailleurs sénateur du Texas. Absolument. Monsieur Abbott, on rappelle aussi, tu l'avais mentionné en off, Ancien, justement, Greg Abbott, qui est un autre cas, là. exact. Un ancien gouverneur du Texas, si je me souviens bien. Il y en a plein. Je crois qu'il y a aussi la femme de Dick Cheney qui est aussi candidate, donc l'ancien vice-président sous George H.W. Bush. Comment dire, j'ai plus T'as un exactement. peu de tout. T'as Adam Kinzinger aussi, qui était quand même aussi quelqu'un qui était très contre Trump, un républicain, officiellement en termes d'idéologie, mais qui est beaucoup plus proche du centre, à mon avis, là. Il y a un peu de tout, puis je pense que tu soulevais, c'est des deux côtés, là. Autant côté démocrate que républicain. Les listes de candidats potentiels qui vont s'avérer finalement être des listes de candidats réels qui vont se présenter au débat, à mon avis, c'est un problème, là, justement parce que ce qui vient toujours faire pencher la balance, c'est après les quelques premières semaines, les quelques premiers mois et jusqu'à ce que le fameux le convention arrive, par exemple pour le RNC. Ben là, tout ce qui a été les personnes qui ont endossé, les endossements viennent faire tout le changement, à savoir quels candidats vont être en liste au final pour le dernier sprint, à mon avis. Donc, c'est ce que je trouve un petit peu embêtant. On l'a vu avec Trump, on le rappelle, lorsqu'il est devenu président, des personnes qui étaient des candidats potentiels se sont finalement retournés vers lui avec leur énorme électorat et leurs opinions très conservatrices, plus proches de l'extrême que du centre, et ça a énormément aidé Trump. Donc, encore une fois, est-ce que pour la xème fois, un Ron DeSantis, un Greg Abbott, etc., qui sont toujours renommés depuis bien des années, un peu comme Sanders côté démocrate, par exemple, mais qui n'y sont pas forcément arrivés. Est-ce qu'il y a réellement un moment où ces personnes-là pourraient être sur le ticket, au final, républicain pour les élections? C'est ça qui m'inquiète un peu. C'est pas tant... Il y a pas beaucoup de vent de fraîcheur au niveau des grandes têtes d'affiche pour le ticket républicain. C'est ce qui me rassure pas. Encore une fois, deux côtés de la médaille, c'est pas le but du place au débat, mais c'est la même chose chez les démocrates. On s'entend, là. On en parlait aussi en off de l'autre côté, mais on disait, Bernie Sanders va encore être, si jamais Biden n'est pas automatiquement sur le billet, là, ça reste à voir, bien évidemment, c'est un autre sujet complet, mais on sait que Sanders va finir quand même dans le top 3 pour X raison, il est toujours là, mais encore une fois, il ne se retrouve jamais sur le billet démocrate, donc c'est un petit peu ce qui m'inquiète avec Trump, qui a une manière de faire, moi Trump je le vois un peu comme un slingshot, soit ça peut être complètement le bordel, ou soit il peut être propulsé complètement à la tête, et ceux qui sont dans le mix sont des personnes qui sont des vieux loups, qui sont là depuis assez longtemps, qui sont des personnes qui sont médiatisées à certains degrés, mais qui, encore une fois, n'ont jamais réussi à prendre position sur le billet, sans être du 109, encore une fois. C'est un petit peu ce qui m'inquiète et c'est ce qu'on verra assez vite. Je pense, encore une fois, que le plus gros débat, et tu disais, c'est un bon point, le fameux network Truth et la difficulté par rapport à Twitter pour Trump de communiquer avec ses partisans ou avec l'électorat plus global des républicains. Ben, Trump a besoin de quoi? Il a besoin d'être dans les médias. Parce que même si c'est CNN qui parle de lui, qui n'est pas du tout en faveur de Trump, on s'entend, ça reste que ça va quand même aller rejoindre des républicains qui écoutent ça tranquillement en Ohio et dans les swing states, là. Donc je me dis, ce que Trump veut, c'est de juste revenir sur les têtes d'affiche de la majorité des networks, que ce soit les nouvelles que lui qualifie comme étant des bonnes nouvelles et les fameux fake news, qui sont les réseaux qui sont bien évidemment à l'encontre de son idéologie. Mais c'est ce qui m'inquiète. J'ai vraiment hâte de voir les 2 prochaines années à quel point est-ce que Trump va essayer de ride cette wave-là du FBI, de rider le wave en bon anglais, là, comme je dis, mais de tous les witch hunt qu'il peut soulever. Comment est-ce qu'il va continuer à essayer de se mettre comme le bouc émissaire de la société américaine démocrate? C'est ce que Ah, j'ai hâte de voir et je pense que c'est ce qu'il a besoin pour rester sur le plus proche possible du biais républicain, là. ouais, mais c'est ça, c'est des arguments, malheureusement, en tout cas pour lui, euh, qui quand même, il part déjà, on va dire, un peu plus perdant, tu vois. Il a quand même un poids du passé, tu vois, un boulet, tu vois, d'un mandat qui est assez difficile, tu veux, à conserver. Donc, est-ce que ça va marcher?
je pense que ça risque d'être assez compliqué, encore une fois. Mais après, il y a d'autres candidats, je dirais, je pense qu'ils lui ressemblent encore une fois beaucoup. Et c'est vrai que ça ne changera pas énormément. Et puis on sait que dans tous les cas, il restera extrêmement influent. S'il est pas président, il va servir quand même à avoir il va avoir sa bouche à l'oreille, évidemment, de l'homme qui dirige les États-Unis, si c'est un républicain, évidemment. Là, donc, ça va rester quand même un homme très influent, évidemment, par aussi, évidemment, son mandat qui a été, on va dire, haut en couleur, mais aussi qu'il est quand même encore très apprécié. C'est un one-man show, cet homme-là, Donald Trump. Il faut quand même lui donner, c'est quelqu'un qui a un clinquant, etc., qui représente le succès, si tu veux, à l'américaine. Donc, d'ailleurs, c'était aussi une star de télévision aussi. Ça a été évidemment une de ses armes de communication majeure quand il faisait The Apprentice, là, donc la fameuse émission où il embauchait quelqu'un. Je vous invite à regarder les épisodes, c'est assez ridicule. Il embauchait quelqu'un et you're fired la majorité des autres. Exactement. Et c'était ça au final qu'on se souvient. On se souvient pas réellement qu'il embauchait quelqu'un réellement. On se souvient plus de chaque moment où il congédiait quelqu'un drastiquement de son bureau. Exactement. Et puis bon, c'est ce qui faisait, on va dire, le fun de l'émission, évidemment. C'était You fired, go out. C'est un peu. D'ailleurs, c'est assez. Je trouve que c'est un peu horrible la façon dont il le dit là, mais bon, évidemment c'est du spectacle et puis c'est de la télé-réalité là, donc on sait que c'est pas forcément vrai. Mais bon, il y a quand même un éventail quand même de candidats sérieux. Moi, à mon avis, je pense que le quatuor de tête va être fait évidemment par Mike Pence, qui est quand même un candidat prétendu sérieux, puisque c'est l'ancien vice-président de Donald J. Trump. Avec quand même le point négatif quand même qu'il n'a pas soutenu Trump dans sa politique, dans son mensonge, hein, on peut dire. Oui, exactement. Et puis dans l'histoire que l'élection était truquée, il a dit non, il a reconnu la victoire de Joe Biden, puisque son rôle constitutionnel lui disait qu'il devait le faire, évidemment, puisque la plupart des États ont certifié leur vote, hein, parce que vous le savez, c'est les États qui envoient leurs grands électeurs avec les fameuses enveloppes, mais c'est très procédé, c'est quelque chose qui est protocolaire, tu vois, que normalement tout le monde s'en fout là, mais bon, apparemment ça a été plus compliqué cette fois-ci, là, donc comme quoi ça resterait. Donc moi je pense que le quatuor de tête ça devrait être Mike Pence facilement, Ted Cruz quand même, puisque c'est quand même un ancien candidat qui était deuxième, on se souvient à l'époque de Donald Trump durant sa primaire. Je pense que Ron DeSantis devrait pas être trop loin. Puis sinon mon quatrième choix ira, on va dire, soit Nikki Haley, qui était, je crois, gouverneur de la Caroline du Sud à l'époque et qui a été représentante, je crois qu'elle a été ambassadrice des États-Unis à l'ONU, c'est ça. Pareil, un mandat qui a été en couleur, très critiqué. Mike Pompeo aussi, peut-être, l'ancien secrétaire d'État républicain donc, de Donald Trump, qui avait succédé, je me souviens, à Rex Tillerson à l'époque. Donc, ça reste, comment dire, tout un panel d'options et ça promet évidemment d'abord des midterms très intéressants, puis des primaires qui vont arriver très rapidement parce qu'on le sait que ça prend. C'est une histoire de quelques mois avant que la campagne non officielle commence. On sait que par contre la campagne officielle pour les primaires commence début de l'année électorale. Donc en l'occurrence ça risque d'être en 2024 en fait pour les élections américaines, avec les fameuses élections, les caucus de l'Iowa, puis la primaire de New Hampshire. Donc ça arrive très vite et comme quoi, dans tous les cas, on vous tiendra au courant, chers auditeurs, de ce qui se passe, parce que vous le savez, on adore la politique américaine. Absolument. On n'est pas non plus des spécialistes, donc corrigez-nous si on a dit une erreur. Surtout moi, ce que j'ai raconté là, prenez ça avec un grain de sel. Donc si jamais vous avez la vérité, dites-le nous, ça me fera plaisir de savoir si j'ai eu raison ou pas. Absolument. Donc sujet très intéressant. On a pris, comme on l'avait dit, une bonne partie de l'épisode. Là. Donc, on va passer au deuxième sujet. Mais encore une fois, mettez vos commentaires, vos opinions. Lisez là-dessus. Là. Il y a beaucoup de matériel. Tu l'as bien dit, Gab. Là, le mi-mandat qui s'en vient et surtout les changements qui pourraient se présenter à l'horizon pourraient entraîner 2 années très, très stagnantes et qui vont passer extrêmement vite d'ici à la prochaine présidentielle. Donc, on aura bien le temps d'en reparler amplement à l'avenir. Mais d'ici là, commençons le deuxième segment, le Au son de la cloche. Parfait. Donc, comme je l'avais introduit, là, on va faire un peu de la vulgarisation d'un autre concept là,
au niveau de la finance de marché, plus spécifiquement le concept en anglais, désolé de l'anglicisme, Gab, peut-être la traduction, mais je pense que ça se traduit très mal, là, mais de front-running. Surtout un peu la distinction entre qu'est-ce qu'est le front-running et qu'est-ce que serait de l'insider trading. Il y a quand même une distinction quand même assez intéressante à introduire. Le front-running, plus spécifiquement, là, ça part du concept d'une firme de brokerage. Ça part d'un broker. Ça part des actions d'un broker qui, pour un client ou pour soi-même ou pour la firme, encore une fois, va faire un investissement en connaissance de cause qu'il va y avoir dans le futur, une transaction ou un événement qui va entraîner un changement substantiel du prix. Donc, le broker va être dans une firme de brokerage, va pas être forcément, et n'est pas du tout dans la compagnie dans laquelle il va investir ou dans la compagnie qui va avoir un événement significatif qui va affecter le prix, mais il agit en connaissance de cause. C'est également aussi un autre scénario, donc soit c'est encore une fois avant un investissement et il sait qu'est-ce qui va se passer pour la compagnie ABC, ou bien ça peut être aussi lorsque la firme de brokerage va remettre une recommandation, donc on sait qu'il y a des buy, hold et sell qui se font. Si le broker sait très bien que sa firme va faire une recommandation, par exemple, de buy ou de sell, et qu'il fait une transaction sur cette compagnie-là, en conséquence, bien évidemment, de ce que sa firme va recommander sous peu. Donc, c'est très axé, le front-running, sur, encore une fois, une indépendance par rapport à la compagnie transigée, à l'opposé, puis Gab, je pourrais te laisser la parole si tu veux ajouter quelques points là-dessus, là, mais à l'opposé de l'insider trading, qui est quelqu'un qui a les pieds dans la compagnie, qui va avoir un événement, ou dans les pieds dans une compagnie listée, dans lesquels il va vouloir investir. Donc le broker, encore une fois, séparé de la compagnie dans laquelle il va investir et qu'il va se passer quelque chose, alors que l'insider trader, entre guillemets, qui n'est pas vraiment une utilisation adéquate du terme, là, mais l'insider trading, qui est quelqu'un qui est dans la compagnie en question, qui sait très bien qu'il va se produire quelque chose dans cette compagnie listée-là et qui agit en investissant dans sa propre compagnie ou en vendant, là, soit achat ou vente, en connaissance de cause sur un événement qui va se produire. Donc quand même assez intéressant. Les deux, d'ailleurs, le front-running est défini comme étant illégal et non éthique, bien évidemment. Mais j'aimais bien le terme que j'ai lu qui était dans la majorité des cas. Et j'avoue que ça, c'est une petite zone grise qu'on pourrait peut-être aborder, là. J'aimais bien cette définition-là de dire le point, puis je te passe la parole par la suite, Gab, mais le point, c'est de dire tant qu'on est en mesure de justifier en tant que broker qu'on n'a pas agi en connaissance d'un événement de marché sur une compagnie autre ou d'une éventuelle recommandation de la firme de brokerage, on est correct. Mais je trouve ça un petit peu curieux de dire illégal, sauf si on est en mesure de prouver le contraire. C'est correct, c'est la justice, encore une fois, la justice financière et la justice globale s'appliquent de la même manière. Puis je trouve ça quand même assez curieux de dire, tu sais, aie des papiers et des preuves, et puis écoute, à la limite, tu pourrais en sortir. Mais bon, moi je trouve ça un petit peu curieux. Ouais, bah après, c'est d'où l'intérêt, en fait, on va dire, de la surveillance qu'il y a sur les marchés, hein, parce qu'on sait que la plupart, on va dire, des compagnies, en fait, quand elles publient de l'information, elles le font à une base trimestrielle, donc, ou soit elles le font par voie de communiqué de presse pour que tous les investisseurs aient l'opportunité de savoir ce qui se passe dans l'entreprise. Donc, vous savez probablement ce qu'on appelle les 10K, donc ça c'est les rapports annuels, les 10Q, donc ça c'est les rapports trimestriels, les 8K, etc. Donc ce sont d'autres formulaires qui sont envoyés à tous les investisseurs pour les prévenir de changements matériels. Et bien là, la différence, c'est que là, ça n'a pas de, comme tu as dit, JP, ça n'a pas de rapport en fait avec la compagnie, puisque le délit d'initié, donc rappelons-le, c'est quand tu agis sous une information confidentielle que seul un cercle très fermé de personnes, notamment les dirigeants d'une compagnie, mais aussi, je sais pas, le directeur financier, le comptable, etc. Eh ben, tu agis alors que l'ensemble du public ne le sait pas. Donc c'est évidemment une façon unfair de profiter des marchés parce que les autres n'ont pas l'opportunité de pouvoir le faire, là. Donc c'est pour ça que c'est interdit, que c'est très dangereux. Ça peut te conduire directement en prison pour très longtemps, hein. On sait que d'ailleurs la plupart des grands criminels financiers sont tombés pour délit d'initié. Et bon, aux États-Unis, ça va très loin, hein. C'est quasiment les deux pires fraudes en fait que tu puisses faire financières, c'est le délit d'initié et la fraude fiscale, tu vois. Donc les Américains ont leur façon très spécifique. On a l'abordé juste avant là, mais de faire la loi puis d'avoir des concepts judiciaires, on va dire un peu farfelus là. Donc je disais d'ailleurs l'autre jour, et puis c'est juste une anecdote rigolo là, mais je disais l'autre jour que tu devais déclarer en tant que dealer tes revenus de vente de drogue dans ta déclaration de revenus. Comme ça que si jamais tu mens en fait dans ta déclaration de revenus, bah, tu tombes d'abord pour fraude fiscale. Comme ça, tu es sûr on va dire que d'abord tu vas tomber pour fraude fiscale
Et ensuite, comment dire, pour évidemment trafic de drogue, parce que c'est plus dur à prouver en fait. Donc c'est la façon dont il fonctionnait, aussi tout ce qui est perjury, d'ailleurs on pourra en parler dans un autre épisode là, mais le mensonge est plus grave que le fait de d'avoir commis un délit là. Donc c'est un peu leur raisonnement qui est toujours très drôle là, mais bon. Euh, pour revenir, on va dire, sur le sujet en tout cas du front-running, c'est ça. C'est parmi les crimes financiers, bah, tu as le délit d'initié, tu as le pump and dump, on l'a déjà abordé, là, qui est le fait de vendre, de rajouter des mots trop positifs sur une action juste pour faire envoler le prix, puis ensuite de faire le contraire juste pour aller vendre tes actions plus chères. Et le front-running fait partie, on va dire, de cet épouvantail. Donc aujourd'hui, il y a quand même des mécanismes, et je pense que JP sera peut-être plus en mesure de pouvoir peut-être me répondre. Je dois t'avouer, je connais un peu moins cet aspect-là, conformité transactionnelle, là, mais je sais que là, maintenant, quand tu es employé justement d'une firme de courtage, tu as des restrictions à l'investissement qui existent. Donc, par exemple, des périodes dans lesquelles tu n'as pas le droit de plonger, donc des blackout périodes. En tout cas, je sais que chez mon employeur, c'est comme ça. Hein. Tu dois obtenir parfois des autorisations de transaction, ce genre de trucs qui font que, bon, bah, on évite ce genre de possibilités, mais c'est vrai que c'est plus difficile à détecter, évidemment, que le délit d'initié, qui, pour le coup, bah, c'est évident. Si tu vois que la personne, elle a transigé durant les heures auxquelles elle n'a pas le droit, parce que ça s'applique pareil dans l'initié, tu as des périodes, et puis les transactions d'initié doivent être déclarées aux investisseurs avant d'être effectuées, ce genre de choses. Ben là, pareil, tu as des risques, on va dire que ça arrive, mais c'est peut-être un peu plus limité parce que c'est moins important souvent l'information qu'il y a un gros investisseur qui va acheter ou vendre que l'information que l'initié, donc quelqu'un de très important, vende ou achète. Là. Ben exact. Puis, je pense, tu le mentionnais, là, un des points au-delà, bien évidemment, des autorités réglementaires, les autorités financières, que ce sont la SEC ou l'AMF, par exemple, au Québec. C'est sûr qu'il y a aussi beaucoup d'éléments que les firmes vont avoir à la fois au niveau des codes à l'interne, surtout quand on parle de brokers. Là, les brokers, encore une fois, agissent pour des clients. Là, c'est ça la clé. Là, ils font ça, oui, ils vont avoir leur compte personnel, mais ils vont aussi avoir la gestion des comptes de clients. Donc, de toujours agir dans le meilleur intérêt des clients. Et le fait d'agir et de faire des transactions, même si c'est pour le compte d'un client qui est basé sur de l'information qui est non publique, ben c'est certain que ça va avoir des aspects négatifs si la justice tombe là-dedans pour le client également. Donc je pense que les firmes ont des codes de déontologie qui sont beaucoup plus stricts et également, au-delà de ça, donc les codes de déontologie des firmes, au-delà des autorités réglementaires, ben, il y a le in-between. Pour être broker, ça prend des licences. Pour maintenir ta licence, il ne faut pas que tu te fasses strike sur des histoires comme ça. Donc il y a des incitatifs. Est-ce que c'est possible? Bien évidemment, sinon il n'y aurait pas eu de licence en place, sinon il n'y aurait pas eu de réglementation auprès d'autorités réglementaires. Mais je pense qu'il y a quand même un bon système qui est en place pour éviter justement l'utilisation d'informations non publiques sur d'autres compagnies. Encore une fois, on rappelle, c'est une brokerage firm qui est indépendante de l'information qui est disponible. Mais je pense que ça a quand même c'est relativement béton là-dessus. Et encore une fois, tu l'as bien dit, là, les criminels à cravate, il y a des histoires, il y en a des vertes et des pas mûres. Là, donc je pense qu'il y a quand même beaucoup d'incitatifs à agir dans le meilleur intérêt du client. Surtout, puis ça, c'est un des scénarios qu'on n'a même pas soulevé, là, mais un broker qui aurait de l'information privilégiée. On avait un exemple qui avait été soulevé dans une des lectures que j'ai fait en off pour préparer l'épisode, qui mentionnait justement si un broker sait qu'un client veut acheter, par exemple, pour 100 000 d'une action particulière et qu'avant de passer ce deal-là de 100 000 il décide de lui-même investir parce qu'il sait très bien que ça peut quand même être significatif, dépendamment bien évidemment de la grosseur de la compagnie dans laquelle le client veut investir. Là. Fait que ça peut avoir un impact significatif à la hausse sur le prix. Et bien que le broker fait son deal pour faire justement un quick cash avant il fait un achat puis il fait une vente directement après avoir passé la transaction de son client. C'est un scénario qui existe aussi. Donc, je pense que c'est des scénarios qui sont possibles, ça existe encore, mais les firmes ont des bons codes de déontologie, les licences ou les autorisations que ça prend pour agir dans ces postes-là sont définitifs. Si tu la perds, ta carrière est en grande partie terminée pour des brokers, donc ça, je pense, ça a un énorme impact sur leurs actions, puis de rester justement en ligne avec le fait de ne pas faire de front-running. Et on l'a dit aussi, ben, la justice est là, les autorités réglementaires ne niaisent, en bon québécois, ne niaisent pas du tout avec le POC, pour faire une petite métaphore avec le hockey. Mais clairement, là, que je pense qu'il y a quand même un système qui est bien. Oui, il y a des exclusions, oui, il y a des pommes pourries dans le système, mais je pense que globalement, c'est relativement sécuritaire, surtout pour les brokers. Encore une fois, on rappelle, les brokers, c'est sur des clients. Donc, l'intérêt du client doit primer
Et ce n'est clairement pas dans l'intérêt du client de se ramasser avec son compte qui est présenté dans des cas de justice. Ouais, et puis je pense qu'en plus, au-delà du problème légal, je pense que ça peut créer aussi tout simplement que le client il paye trop cher en fait, parce que le profit que toi que tu as fait en fait en tant que si tu fais du front-running, ce qui est pas mon cas, je souhaite, mon cher JP, ça t'arrivera jamais là, mais on est très loin. Oui, je le souhaite, Là, faut dire aussi. Exactement, mais imaginons, dans ce genre de scénario, le fait d'acheter véritablement, ce profit que tu as fait, c'est aux dépens de ton client. Donc, tu n'agis pas à l'intérêt premier du client, qui est normalement, je pense, le premier mandat en fait d'une firme de gestion d'actifs ou d'une firme de courtage, comme tu l'as mentionné. Puis c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est ça, tu as les mécanismes en place. J'avais oublié, c'est vrai que je regardais pendant que tu parlais là, mais tu as des comptes restreints aussi qui existent. Donc, par exemple, tu as un délai, par exemple, de quelques minutes ou parfois d'une trentaine de minutes, par exemple, avant d'exécuter un ordre, ou c'est des comptes où tout le reporting doit être envoyé à ta conformité, par exemple, ce qui fait que le broker, en fait, tous ces trades sont surveillés. D'ailleurs, je crois que tous ces trades-là possèdent dans le système de la bourse, c'est des ordres spéciaux, donc tu peux les voir, en fait, et tu peux les retracer plus facilement par rapport à un compte d'un client ordinaire. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, oui, tu as des mécanismes qui existent, tu peux pas te faire. Le régulateur est évidemment très malin et évidemment, ce genre de scénario évidemment, peut être compliqué, mais c'est plus difficile à tracer encore une fois parce que tu peux avoir une multitude de comptes, tu peux avoir des comptes sous le nom par exemple d'une compagnie, ça peut être au nom de ta femme aussi, donc alors si c'est le compte de ta femme ou de ton conjoint, c'est le bénéficiaire effectif, tu vois, il faut se poser la question. Souvent d'ailleurs les réglementations sur le délit d'initié ou sur le front running d'ailleurs s'appliquent à tous les mêmes membres d'un même foyer, en fait. Parce qu'on sait que, par exemple, malheureusement, ton conjoint ou ta conjointe, elle pourrait avoir, si elle passe dans ton bureau, surtout en télétravail, elle pourrait, il pourrait avoir accès à des informations, on va dire, confidentielles, malgré tous les efforts que tu fasses pour te mettre de la mousse sonore, ou je sais pas comment vous faites chez vous, là, quand vous êtes en télétravail, là, mais tu pourrais avoir accès à de l'information. Moi, c'est bête, hein, mais mon voisin, par exemple, vous le voyez pas, chers auditeurs, là, mais JP le voit, là, mais il pourrait techniquement avoir de l'information confidentielle. Donc, tu vois, c'est malgré tous les efforts que tu fais. Donc, c'est aussi du bon jugement aussi rendu là, et puis on va dire, de l'adhésion à des codes de déontologie et des codes, on va dire, de responsabilité professionnelle qui sont importants. Exact. Donc, je pense que ça conclut bien sur des belles paroles que tu nous lances, Gab, l'épisode d'aujourd'hui. Donc, épisode assez intéressant, on l'a dit. Là, donc, digne de mention sur l'aspect politique et également sur la vulgarisation. Donc, merci à nouveau, Gab, pour les deux sujets. Et je te repasse justement la balle au rebond, comme à l'habitude, pour que tu nous fasses le petit mot de la fin sur où est-ce qu'on peut nous retrouver, comme à chaque semaine. Vous le savez bien, chers auditeurs, vous pouvez nous retrouver normalement sur toutes les plateformes audio, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Amazon Podcast, Deezer, Overcast aussi, je ne sais pas si je l'ai mentionné. Bref, vous savez, normalement vous tapez l'état financier, vous devrez être capable de nous trouver. Vous pouvez mettre une petite note, une petite étoile, tout dépendamment de ce qu'il y a sur l'application. À nous envoyer vos commentaires, si vous avez des questions, des points que vous vouliez rajouter, surtout là pour le coup dans les deux parties, ça s'applique là. Vous savez que vous pouvez pour les commentaires aussi nous contacter par YouTube. La meilleure façon de nous contacter à mon avis, de mettre des petits likes et puis surtout vous le savez, partagez à vos amis, à votre famille, à vos, je sais pas, à votre tante, à votre oncle, n'importe qui là, mais tant que c'est des références personnelles, c'est la meilleure façon de faire connaître notre travail ou faire connaître notre opinion, notre point de vue. Là. Vous le voyez, aujourd'hui c'était très point de vue, c'est encore mieux donc... partagez-le et puis ça nous fera plaisir aussi de faire grandir la communauté de l'état financier. Et sur ce, moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne semaine à tous. Bonne semaine tout le monde. Salut.